Bonjour à tous. Tout à l'heure, dans 1h30, maintenant à 20h30, rendez-vous ici même dans cette rédaction de Mediapart pour le grand débat de ce live, grand débat consacré à l'Europe, à exactement un mois des élections européennes. En France, elles auront lieu le dimanche 25 mai et nous serons d'ailleurs ici en direct pour en analyser les résultats. Mais donc un mois avant, nous avons titré ce débat « Europe, tout est à refaire ». Il y aura des économistes pour une première table ronde. Consacrée à l'austérité, à l'euro, au rôle de la Troïka. Et puis il y aura une seconde table ronde consacrée au manque démocratique ressenti par les citoyens de l'Europe. Et ça sera donc une table ronde plus politique avec des eurodéputés. Mais tout de suite, c'est une émission que vous connaissez. Retour sur nos enquêtes et évidemment l'enquête de Mediapart qui a fait le plus de bruit et qui a eu le plus de conséquences. C'était exactement il y a une semaine avec le papier de Michael Hajdenberg, c'était le 17 avril, consacré à Aquilino Morel et titré « Les folies du conseiller de François Hollande ». 24 heures plus tard, Aquilino Morel démissionnait ou était démissionné. On va en parler de ses fonctions. Alors ce qui est amusant, c'est que Michael Hajdenberg, Mika pour les intimes, est en vacances, mais ça ne va pas nous empêcher de raconter cette enquête. Donc il y a une partie de la rédaction de Mediapart qui est autour de moi pour raconter donc les folies du conseiller de François Hollande. Edoui Plenel qui terminera ce débat, Lénaïque Bredou qui suit l'exécutif et en particulier l'Élysée, Mathieu Manodex qui est l'envoyé de Mediapart au Parlement et qui nous dira quel effet a fait cette affaire sur le groupe socialiste de l'Assemblée nationale, et Mathilde Mathieu qui, avec Michael d'ailleurs, suit toutes les affaires de conflit d'intérêts et qui nous racontera de quoi il est question exactement quand on parle de conflit d'intérêts pour quelqu'un qui est à la fois toubib, énarque et inspecteur général d'un organisme peut-être pas assez connu, Mathilde, qui s'appelle l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Mais on commence avec Léna. Alors, très simplement, Aquilino Morel, d'abord qui est-ce ? Quelle est sa carrière, rapidement ? Et puis, quelle place occupait-il, puisque maintenant il faut le mettre au passé, à l'imparfait, dans ce qu'on appelle le dispositif élyséen ? En fait, ce qui est intéressant dans le cas d'Aquilino Morel, c'est qu'il a pris de plus en plus de place ces derniers mois, après quelques moments de disgrâce. En fait, il a commencé à travailler à l'Élysée dès l'élection de François Hollande en mai 2012, après avoir contribué à écrire ses discours pendant la campagne électorale, notamment se vantait-il très souvent le discours du Bourget, après avoir déjà occupé cette fonction avec Lionel Jospin sous la gauche plurielle entre 1987 et 2002, à Matignon, où il était déjà la plume de Lionel Jospin. Et donc, à l'Élysée, il était à la fois conseiller politique et il chapeautait la communication. Donc, c'était lui l'interlocuteur privilégié des journalistes couvrant l'Élysée. Et là où il a pris effectivement de plus en plus d'ampleur, c'est depuis cet automne, puis après le départ de l'Élysée de Valérie Trierweiler, et à la faveur du remaniement, parce que c'était quelqu'un qui était très opposé à Jean-Marc Ayrault, premièrement, qui ne se privait pas franchement de le dire, et par ailleurs qui a tenté une théorisation et a largement contribué au rapprochement entre Manuel Valls et Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg et Manuel Valls sont deux de ses amis, pour deux raisons différentes. Enfin, Manuel Valls, parce qu'il a travaillé avec lui à Matignon, sous Lionel Jospin déjà à l'époque, et Arnaud Montebourg, parce qu'il a dirigé sa campagne de la primaire en 2011. Et Aquilino Morel partageait politiquement des points communs avec les deux. Montebourg sur l'économie, la protection, un discours très critique de l'Union européenne, etc. Il avait d'ailleurs fait aussi partie des gens qui avaient voté non en 2005 au traité constitutionnel européen, comme Arnaud Montebourg et comme Manuel Valls, au début, qui ensuite avait changé d'avis, peu importe. Et sur la partie très républicain, laïcard de Manuel Valls. Donc ce haut fonctionnaire est plutôt considéré comme quelqu'un qui est à gauche du Parti socialiste. Voilà, mais pas dans la... plutôt à gauche du Parti socialiste, mais pas dans l'aile gauche classique des proches de Benoît Hamon ou d'Henri Emmanuelli. Vraiment, il se définissait lui-même comme patriote républicain et socialiste, et dans cet ordre. Donc ce qu'il a voulu théoriser avec Valls et Montebourg, c'est la protection, un besoin de protection de la société,
et d'un point de vue économique, et d'un point de vue républicain, voilà. Et il aimait beaucoup rappeler son extraction populaire. Enfin, ça revient dans un certain nombre de papiers. C'est quelque chose dont il parlait très volontiers et se voyait lui-même comme un parfait exemple de la méritocratie républicaine. Ce qui, par ailleurs, n'était pas complètement faux, parce qu'il faut bien reconnaître que, y compris notamment dans l'entourage de François Hollande, mais comme dans les cabinets ministériels en général, c'est quand même assez rare. C'est même très rare. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a l'impression qu'à cause de sa proximité avec Valls, et ça, vous allez nous le raconter, d'avoir fait le trait d'union quelque part entre Hollande et Valls, mais il s'est débarrassé aussi de ses ennemis. C'est-à-dire que Ayrault n'est plus à Matignon, le secrétaire général de l'Élysée est sur le départ, puisqu'il y a un échange. Il est parti, puisqu'il y a un échange avec Jouyet à la Caisse des dépôts et consignations, et qu'en plus, il a eu aussi la peau, alors je ne sais pas si c'est vrai, de Claude Sérillon. Donc on a l'impression qu'il a récupéré son périmètre de pouvoir à l'Élysée et autour de François Hollande, et qu'en fait, tous les gens qu'il n'aimait pas ou qui lui faisaient de l'ombre sont tombés plus ou moins comme des quilles. Oui, en fait, c'est ça. Ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est là où il a pris de plus en plus de place, même si évidemment, pour le grand public, c'est un inconnu, enfin largement inconnu, c'est effectivement que dans cette alliance Valls-Montebourg, qui a largement contribué, y compris au départ de Jean-Marc Ayrault, puisque du coup c'était la solution de rechange avec une garantie avec l'aile gauche, une partie de l'aile gauche, celle incarnée par Montebourg, et dans le dispositif élyséen lui-même, avec Pierre-René Lemas, le secrétaire général, remplacé par Jean-Pierre Jouyet. Leur relation était notoirement détestable. Cela dit, là où il faut juste un tout petit peu tempérer, c'est que c'est pas non plus il n'y a pas de conseiller surpuissant à l'Élysée. Il n'y a pas une seule personne qui serait l'inspirateur de toute la stratégie de François Hollande. Ça correspond absolument pas au fonctionnement de François Hollande. Donc il faut pas non plus. À la fois, c'était quelqu'un de vraiment important. Les révélations de Mediapart et sa démission affaiblissent de fait Manuel Valls, Arnaud Montebourg et François Hollande, clairement. Mais ce n'est pas non plus l'éminence grise de François Hollande qui aurait disparu du jour au lendemain. Mais vous avez quand même titré le papier « L'artisan du remaniement ». Alors voilà, c'est-à-dire il a vraiment un des artisans du remaniement. Donc il a vraiment été important dans l'arrivée de Manuel Valls à Matignon. Oui, bien sûr. Ça faisait des mois qu'il a travaillé au rapprochement entre Manuel Valls et Arnaud Montebourg. C'est lui qui a voulu effectivement théoriser ce que je disais tout à l'heure sur la protection, qui a servi un peu de paravent théorique, si on peut dire, à leur rapprochement politique, qui est aussi très tactique, il faut bien le dire, et qui a aussi mené campagne pendant des mois sur le fait qu'Ayrault était très mauvais, sur le fait qu'il fallait changer de Premier ministre, mais il n'était pas le seul à le dire. Il faisait partie de ceux qui le disaient fort, tout le temps, et qui, du coup, a contribué à mettre en place ce nouveau dispositif, tout comme le départ du secrétaire général. Mais, par exemple, il espérait aussi être la courroie... Pour le dire plus clairement, quand François Hollande, à la fin, les dernières semaines, avec Jean-Marc Ayrault, les relations entre l'Élysée et Matignon étaient relativement mauvaises. Ça fonctionnait pas très bien. Et c'était aussi l'espoir d'avoir la courroie de transmission directe Élysée-Matignon tout près de François Hollande, puisqu'il occupait le bureau juste à côté de lui, le bureau prestigieux qu'occupait Henri Guénaud avant. Et du coup, d'avoir un relais plus facile, etc., et que ça fonctionne de façon beaucoup plus fluide. Quand sort l'article de Mediapart le 17 avril, forcément, vous avez des réactions, vous savez ce qui se passe. Comment ça se passe? C'est la stupéfaction, la panique, ou est-ce qu'aussi ce qui est raconté dans l'article de Michael Hachdenberg sur certaines habitudes ou dérives, disons, oligarchiques ou autocratiques, on verra comment on les appelle tout à l'heure, est-ce que ça, c'était de notoriété publique? Parce qu'après tout, l'Élysée est aussi une entreprise comme une autre. Donc j'imagine que dans les couloirs de l'Élysée devaient aussi bruisser des histoires de cireurs de chaussures, de prélèvements un peu abusifs sur la cave de l'Élysée pour un oui ou pour un non de grandes bouteilles. On terrorise le petit personnel, on demande au secrétaire de s'occuper de ses loyers, on envoie les chauffeurs chercher ses enfants à l'école. Enfin, est-ce que tout ça se savait et se racontait et se disait? Ce qui était très surprenant, juste après la publication de l'article, c'est le peu de soutien manifesté à l'endroit d'Aquilino Morel. Bon, certes, ce qui était un énorme contraste avec l'affaire Cahuzac, certes, ce n'était pas un ministre, ce n'était qu'un conseiller, donc faut pas... Mais il n'empêche, c'était très, très frappant. Les conseillers que j'ai eus au téléphone ce jour-là, il y en a quand même très très peu à l'avoir défendu, même quasiment aucun. Et là où il n'y avait pas de surprise
réelle. Surprise sur l'ampleur peut-être, mais c'était sur la partie Petit Marquis, selon le surnom qui lui avait été donné par certains à l'Élysée et à Matignon. Parce que ça savait. Par exemple, l'histoire du cireur de chaussures, ça avait fait le tour du gouvernement depuis 3 mois. Pas seulement le tour de l'Élysée, le tour du gouvernement. Franchement, à peu près tous les cabinets ministériels étaient au courant de cette histoire de cireur de chaussures. Ce qui était très intéressant d'ailleurs sur cette partie, c'est que toute la partie où ça relève quand même d'un usage abusif de l'argent public, parce qu'utiliser les chauffeurs de l'Élysée, c'est des moyens publics. Utiliser le vin, la cave de l'Élysée à des fins semi-privées, c'est quand même aussi de l'argent public, même si ça peut paraître des détails, ont très peu marqué, ont très peu choqué les gens. C'est-à-dire que c'était plutôt vraiment, genre, il se comporte comme un pacha, enfin voilà, c'était pas tellement sur le principe lui-même. Là où, moi, de ceux avec qui que j'ai parlé, je pense une dizaine à peu près, là où il y avait une vraie surprise, c'était sur la partie conflit d'intérêts lié au laboratoire pharmaceutique, où là, aucune des personnes avec qui j'en ai parlé disait qu'ils avaient été au courant précédemment et qu'ils l'ont découvert en lisant Mediapart. Et là, il y a eu un vrai effet de surprise et de stupéfaction, pas sur son comportement général à l'Élysée. Après, il y a des détails que les uns et les autres connaissaient pas, ou pas forcément l'ampleur du phénomène. Oui. Mais j'ai envie de poser une question à Edoui là-dessus, parce que je l'ai entendu comme une critique. Et des gens qui sont abonnés à Mediapart, qui ont lu le papier de Michael Hachdenberg, certains m'ont dit, mais le conflit d'intérêts, ça c'est grave. Bien sûr, et il fallait le dire, et c'est extrêmement grave, et c'est insupportable, et ça recommence. Mais fallait-il aussi mettre ces histoires-là, c'est-à-dire l'anecdote du cireur de chaussures du Bon Marché, dans le 7e arrondissement de Paris, qu'on fait venir à l'Élysée, on fait cirer ses pompes à son bureau alors qu'on est en chaussettes, etc. Les histoires de bouteilles de vin prélevées à la cave, l'autoritarisme contre le petit personnel, enfin toute cette petite prévarication. Est-ce qu'Edoui, il fallait mettre dans un même papier, c'est moi qui le dis, vous me direz si vous êtes d'accord, ces petites choses, entre guillemets, et puis le fait le plus grave, le plus marquant, c'est-à-dire qu'un inspecteur général de l'IGAS, donc, utilise sa fonction pour prendre de l'argent et servir de conseil à un laboratoire pharmaceutique qui essaye de faire passer c'était quoi le médicament, Mathilde ? Un antidépresseur. Un antidépresseur. Est-ce que là, il y a confusion des genres de la part de Mediapart ? Bon, sur l'enjeu d'intérêt public de cette petite prévarication, comme vous venez de dire, Lénaïque vient déjà de répondre. Mais pour répondre, il faut expliquer un peu comment on travaille. Une enquête, en l'occurrence, c'est une enquête d'initiative qu'a fait Michael à partir d'informations qu'il avait, qui rejoignent ce que vient de dire Lénaïque, pendant 1 mois et demi. Et quand on fait une enquête comme ça, quand quelqu'un d'entre nous fait une enquête comme ça, au bout d'un moment, il met tout sur la table. Et on en discute collectivement. Donc on a eu cette question, on a eu cette discussion avec Michael, y compris une discussion, comme je dirais, opérationnelle. Est-ce que c'est 2 papiers ? Est-ce que c'est un feuilleton ? Est-ce qu'il y a plusieurs chapitres, etc. Et notre conclusion était que il y avait ces faits-là que Michael a essayé de, quand même, il faut le souligner, et c'est du vrai journaliste d'enquête, de documenter le plus possible. Il ne s'est pas contenté d'un écho anonyme de page 2 du Canard enchaîné. C'est pas des rumeurs. Il a été chercher le cireur de souliers, comme il aime se dire, au Bon Marché. Il a trouvé sa carte. Il a réussi à le faire parler, dont témoigne ce monsieur en disant « j'ai l'impression de m'être fait piéger par Mediapart ». Il veut dire par là que, comme il confirme tout ce qu'il a dit, que le journaliste a bien travaillé. Faire parler quelqu'un, c'est important. De la même manière, on peut le dire, que Michael a essayé de documenter au plus loin ce que nous savions, ce qui se disait sur la gestion par les secrétaires de l'Élysée du petit patrimoine immobilier. On a donné toutes les villes de M. Aquilino Morel, et le fait que les locataires recevaient des coups de fil, dont s'étaient plaints les secrétaires de l'Élysée. Nous avions cette information, mais il a essayé d'aller plus loin. Donc, au bout d'un moment, c'est dit, est-ce qu'il y a 2 papiers de la même ampleur ? Ou est-ce qu'on ne va pas être, au contraire, accusé de tirer à la ligne ? Et donc, la conclusion... Sachant, Edoui, que se faire amener un cireur de souliers du Bon Marché à l'Élysée pour se faire cirer les pompes, on peut trouver que c'est une attitude odieuse, mais ce n'est pas un délit. Non, mais
Mais en même temps, comme l'a dit Lénaïque tout à l'heure, dans l'ensemble de ces faits, il y a de l'abus de pouvoir. Je veux dire, des secrétaires de l'Élysée ne sont pas faites pour gérer le patrimoine d'un conseiller spécial. Nous savons que le secrétaire général sortant de l'Élysée, c'est dans le papier de Lénaïque et de Michael, je ne sais plus lequel, il y a un plateau repas à 8 € pour les personnels de l'Élysée. Il n'y a pas les bouteilles de Grand Cru. Enfin bon, bref, on sait se tenir, il y a des règles, on est dans la fonction publique, on est bien payé, on a des primes de cabinet, etc. On a une carrière qui est quand même assurée, donc il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc quand même, c'est l'image du pouvoir qui est en jeu. Donc du coup, pour répondre à cette question, on est arrivé et je pense que c'est un modèle d'article qu'a fait Mika, là, on est arrivé à l'idée qu'il fallait faire un seul article, et avec, au fond, qui est très cinématographique, cet article. C'est vrai qu'il démarre avec cette plongée sur cette scène. On est à l'hôtel Marigny, on a les dorures, on a le conseiller sur son fauteuil en chaussettes et qui donne ses coups de fil. Et on a, puisqu'il confirme qu'il y en avait plusieurs, le cireur de souliers qui s'occupe des chaussures qui ont été apportées, etc. Donc c'est une accroche, comme on apprend à l'école de journalisme. Et c'est une accroche. Après, Mika raconte l'enjeu de son article, ça c'est une scène, c'est une introduction, ça prend le lecteur, et puis après, on va tout de suite au cœur qui est l'affaire de Ligas. Ensuite, il revient sur ce qui se dit de source Élysée, où j'insiste quand même, comme l'a dit Lénaïque, ça se savait dans le milieu des journalistes politiques et cette enquête ne se faisait pas. Hein. Et donc, on reprend ça et on termine sur l'enjeu qui va être ensuite traité dans le déroulement de cette crise politique, du rôle de cet homme dans le remaniement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le travail le plus honnêtement possible et avec comme le plus de scrupules possible dans cette histoire. Alors on va revenir sur les conséquences avec Lénaïque et avec Mathieu. Mais d'abord Mathilde Mathieu, donc le conflit d'intérêts, décrivez-le nous, parce que c'est quelque chose qui d'abord remonte à plusieurs années, hein, pour être clair. C'est-à-dire que ce n'est pas pendant qu'il est conseiller à l'Élysée de François Hollande. Comme on n'entend pas les S, est-ce que vous pouviez préciser, parce que c'est très important, que quand on dit conflit d'intérêts, il y a un S à intérêt. Voilà, mais ça Mathilde va le dire. Donc, nous sommes en 2007, conflit d'intérêts avec un S, puisque Edouard a OS. Alors. Voilà, alors ce qu'a découvert Michael Ashdenberg, puisque Aquilino Morel n'en avait jamais fait état publiquement, c'est qu'il a été rémunéré par différents laboratoires pharmaceutiques. Alors selon les périodes où ça s'est passé, c'est pas toujours aussi grave. Le cas le plus emblématique et qui pose le plus de problèmes, c'est en 2007, quand Aquilino Morel est de retour à l'IGAS, donc l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Donc pour rappel, c'est les inspecteurs qui sont chargés d'auditer les politiques publiques du médicament, de réfléchir au prix des médicaments, à la place des génériques, etc. Donc d'auditer quand même la politique vis-à-vis des labos. Et là, il est dans son rôle et dans son expertise de haut fonctionnaire, puisque je le rappelle, il est médecin et énarque, etc. Il est parfaitement à sa place. C'est son corps d'appartenance. C'est son corps d'appartenance de la sortie de l'ENA. Tout à fait. Le problème, c'est qu'il signe un contrat avec un laboratoire danois, à cette époque-là, en 2007, qui s'appelle Lundbeck, qui a un problème sur un de ses médicaments, le Séroplex, qui est un antidépresseur. Il va être payé 12 500 € pour cette mission, qui est, semble-t-il, très précise, d'après les témoignages qu'a recueillis Michael. Il est chargé d'aider le laboratoire à convaincre les autorités sanitaires qu'il faut un bon prix pour ce médicament, enfin qu'il faut stabiliser ce prix. À l'époque, c'est toujours aujourd'hui d'ailleurs le CEPS, le comité des produits de santé, qui fixe les prix. Et donc, Aquilino Morel organise pour ce laboratoire des rendez-vous avec, semble-t-il, au moins 2 membres de ce comité. Donc, moi, j'appellerais ça tout simplement du lobbying. Voilà. Il est payé pour le faire, il se met au service d'un laboratoire, alors qu'il est à l'IGAS, chargé des politiques publiques de supervision, enfin de contrôle. Alors, contrôle, c'est un terme peut-être un petit peu fort, mais enfin, qu'il écrit régulièrement des rapports sur les laboratoires. Donc, pour moi, le conflit d'intérêts est évident. Voilà, d'autant qu'un conflit d'intérêts, on l'a beaucoup raconté, expliqué avec Michael, c'est pas quand on se met à favoriser l'intérêt privé contre l'intérêt général. Ça, c'est une prise illégale d'intérêt, c'est un délit. Le conflit d'intérêts, il commence quand on se met dans une situation où on peut apparaître partial,
où pour le citoyen, on devient suspect. Voilà. Le conflit d'intérêts, il est problématique parce qu'il engendre la suspicion chez les citoyens, parce qu'il rompt le lien de confiance entre le citoyen et les fonctionnaires, les agents publics. Voilà. C'est-à-dire que là, il reçoit quand même 12 500 €, ça on en est sûr. Certains, il l'a d'ailleurs confirmé. Il l'a d'ailleurs confirmé, voilà, la preuve est faite, pour traiter le mieux possible ceux qui lui demandent de mettre dans les meilleures conditions possibles leurs médicaments sur le marché des médicaments en France. C'est-à-dire qu'il donne un coup de main industriel à une opération commerciale, quoi, purement et simplement. Bah oui. Voilà. Bah oui. Alors, c'est en plus en infraction totale avec la loi qui interdit aux fonctionnaires d'avoir des activités lucratives, avec quelques dérogations, c'est vrai, pour faire des enseignements, écrire des livres, etc. Les dérogations, on peut en obtenir, mais il faut en faire la demande à son chef de service. Le chef de service regarde précisément si le fonctionnaire ne va pas se retrouver en situation de conflit d'intérêts. Aquilino Morel n'a même pas fait la demande. Et pourquoi il ne l'a pas faite? Parce qu'il était convaincu qu'il aurait un refus. Alors moi, c'est pas le cireur de pompe qui m'a le plus surpris dans cette histoire. C'est quand Mika raconte dans son papier qu'Aquilino Morel va lui-même chercher ce type d'opération de lobbying où il va toucher de l'argent. Oui, et il dit au téléphone à son interlocuteur, l'IGAS, ça ne me prend que 2 jours sur 5 par semaine. Le type, d'ailleurs, n'en revient pas. Enfin, lui, comment ça? Vous êtes inspecteur général de l'IGAS, ça vous prend 2 jours sur 5 par semaine, donc vous cherchez des activités à côté et mieux rétribuées que déjà des salaires de hauts fonctionnaires qui doivent être pas mal. Et on se dit, mais... Parce qu'on n'a pas trop retenu ça. Il y avait tellement de choses dans l'article de Michael, mais après le contrat avec le labo danois, en 2008-2009, il continue à chercher des contrats et il va où? Il va chez Sanofi. Bon, il y a un refus, pas de bol. Et il va même, il démarche Servier, le fameux laboratoire du Mediator. Alors que médiatiquement, il s'est presque fait une spécialité. Pas encore. Pas encore. Il va se faire une spécialité. Le rapport sur le Mediator, ce sera en 2011. Où on va beaucoup entendre Aquilino Morel dans les médias. Mais c'est un problème pour un fonctionnaire d'aller démarcher une boîte comme ça. Parce qu'en 2011, quand il rédige ce rapport sur le Mediator, Servier sait que Aquilino Morel est allé les chercher et qu'Aquilino Morel a demandé à obtenir un contrat. Et donc, au fond, Aquilino Morel s'est placé dans une situation de faiblesse vis-à-vis du laboratoire qui aurait pu le faire chanter en 2011. L'a-t-il fait, Servier, ou pas? On n'en sait rien, ça l'enquête ne le dit pas. Mais en tout cas, Aquilino Morel s'est placé dans une situation impossible. Et là où on en est de l'enquête et de l'investigation, est-ce qu'il y a d'autres contrats dont on connaît le montant, etc., où on sait qu'il y a celui-là pour ce laboratoire danois avec 12 500 € hors taxe? On connaît un deuxième contrat, donc antérieur, qui date de 2006 avec le laboratoire Lilly, où là aussi, Aquilino Morel a fait du lobbying. Les dirigeants du labo a rencontré des députés. Par exemple, Jean-Marie Le Guen, qui est aujourd'hui ministre chargé des relations avec le Parlement, qui est un spécialiste de la santé. Par exemple, Marisol Touraine, qui est aujourd'hui ministre de la Santé. Mais ce contrat-là pose un petit peu moins de questions. Il en pose aussi, on pourrait y revenir, mais un petit peu moins parce qu'à l'époque, il est mis à disposition. Il ne travaillait plus à l'IGAS. Voilà. Oui, Edoui. Non, ce que je veux préciser, parce que, y compris dans les choses qui sont pas claires, toujours il y a l'effet d'une information, il y a son brouillage dans les faits. Actuellement, Aquilino Morel, qui va devoir de toute façon s'expliquer, puisqu'il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte par le nouveau parquet financier, a changé de version. C'est-à-dire quand Michael, pendant 5 jours, essaye d'obtenir une discussion face à face et que l'autre essaye d'y échapper et finalement il n'y aura que des échanges de mails, il ment. Pour dire les choses très clairement, il ment, puisqu'il est établi maintenant qu'il connaissait la règle. Et il connaissait si bien la règle qu'il a demandé une autorisation à son administration pour aller donner des cours, ce qu'il fait d'ailleurs toujours. L'Élysée n'occupait pas suffisamment, à Paris 1, à l'université Paris-Sorbonne. Donc il demande l'autorisation pour faire cette autre activité qui est pourtant dans le service public. Mais à l'époque, il ment puisqu'il dit à Michael « j'ai demandé l'autorisation pour les 12 500 €. Bon. Et Michael établit ce qui était déjà dans le papier, ce que va confirmer le patron de l'IGAS à l'époque, que cette autorisation n'a jamais été demandée. Depuis, dans son entourage, nous le savons, il dit « Oh, mais c'était qu'un ménage ponctuel ».
Hein, dans le journalisme, on sait ça, et c'est très répréhensible déontologiquement. Ne dites pas ça en me montrant. Non, c'est les journalistes qui en plus. J'en ai jamais fait, mais s'il y a des volontaires. Non, c'est les on sait ce que c'est qu'un ménage. Voilà, qui vont faire quelque chose qui, y compris les met d'ailleurs en conflit d'intérêts pour une boîte privée, etc. Donc il dit, c'était qu'un ménage ponctuel. Bon, or, en l'occurrence, et ce n'est pas délictuel. Or, ce n'est pas vrai, comme vient de l'expliquer. C'est-à-dire que la situation de délit, et l'article de loi, tu l'as cité dans... C'est la loi de 83 sur les fonctionnaires. Voilà, est totalement clair. Mais alors justement, et vous avez consacré un article là-dessus, qu'est-ce qui peut lui arriver ? Aujourd'hui, ce qui devrait se passer en toute logique, d'abord, c'est une sanction disciplinaire. Donc, on va publier là prochainement un article pour raconter ce qui se passe en ce moment à l'IGAS, parce qu'il y a des inspecteurs qui râlent, qui trouvent évidemment ça... irrégulier et scandaleux. C'est un corps de combien de personnes ? C'est à peu près 130 inspecteurs à l'IGAS. Probablement, mais on ne le sait pas encore, mais qu'une commission disciplinaire va se réunir et la sanction peut aller du blâme à l'éviction de la fonction publique. Et en tout cas, la loi de 83 prévoit que le fonctionnaire qui s'est mis dans cette situation rembourse l'argent qu'il a touché d'une boîte privée à l'État. Voilà. Donc, est-ce que l'IGAS va aller jusqu'au bout ? C'est possible aussi que Aquilino Morel démissionne. On va voir comment ça se passe. Comme je serais curieux de savoir si le fameux antidépresseur danois a remporté un grand succès. Quid Il a remporté un grand succès. Du médicament. Et Mickaël est en train de travailler sur différents aspects liés à ce médicament. Sur la suite de cette affaire. Ensuite, il y a l'aspect pénal. On va voir ce que dit le parquet financier. On peut s'interroger sur une prise illégale d'intérêt, on peut s'interroger sur un trafic d'influence. Qu'est-ce que c'est qu'un trafic d'influence ? C'est quand un fonctionnaire vend son influence pour obtenir une décision favorable de l'administration au bénéfice de son client. Est-ce que c'est caractérisé en l'espèce ? Bon, ce sera à la justice de le dire. En tout cas, il n'y a pas... de prescription là en la matière, puisque pour un trafic d'influence, la prescription démarre au moment de la découverte des faits, c'est-à-dire probablement de l'article de Mickaël. Voilà, donc on va voir juridiquement, pénalement, ce qui tient. Mais en tout cas, il devrait y avoir une sanction disciplinaire à minimum. Le fait que ce soit le nouveau parquet financier, dont je rappelle qu'il a été provoqué par nos révélations de l'affaire Cahuzac, ne pas oublier, qui se charge de cette affaire, fait qu'il y a un sous-texte qui est l'enjeu que représente par rapport à la potentielle corruption du monde politique l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire une corruption qui exploite la santé des Français. Ce sont des sommes pharaoniques qui sont en jeu, puisqu'il s'agit d'obtenir des autorisations de mise sur le marché ou d'obtenir des niveaux de remboursement par la sécurité sociale. Donc pour les labos, c'est décisif. Et vous voyez bien que plein de médecins en discutent, parce qu'on sait bien qu'il y a plein de médicaments inutiles, qu'il y a toutes sortes de... Par exemple, les antidépresseurs, il y a une consommation excessive en France, etc. Donc, cet enjeu-là, qui était en sous-texte, même si ça n'a pas abouti, on va voir si l'instruction judiciaire, mais il ne semble pas, de l'affaire Cahuzac, puisque M. Aquilino Morel, sa première fonction, c'est dans le cabinet du ministre de la Santé, Bernard Kouchner, qui succède à Claude Évin. Claude Évin est dans le gouvernement de Michel Rocard. On est au début des années 90. Pour ceux qui ont 20 ans, on est 20 ans en arrière. Non, 92. Ouais. Oui, début des années 90. Oui, donc ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans en arrière. 22 ans en arrière. Donc il y a Rocard et là, Évin est le ministre de la Santé. Qui s'occupe des médicaments ? Cahuzac. D'accord. Et il s'en va, et là, il y a son compte en Suisse. Arrive Kouchner, et qui s'occupe des médicaments ? Aquilino Morel. Très bien. Une belle démonstration. Donc, problème quand même. En tout cas, une piste. Et puis problème de santé publique, et puis problème de finances publiques, parce qu'il y a aussi les remboursements de la sécurité sociale dans cette affaire. Pour terminer sur les conflits d'intérêts, puis laisser la parole à Mathieu, quand même, il faut noter que les inspecteurs de l'IGAS, aujourd'hui, ne remplissent toujours pas de déclaration d'intérêt, parce qu'on a l'impression qu'après Cahuzac, le gouvernement a pris des lois formidables, fait voter des lois formidables. Aujourd'hui, la plupart des fonctionnaires ne remplissent toujours pas de déclaration d'intérêt. C'est prévu par un projet de loi, mais qui n'est toujours pas à l'examen à l'Assemblée nationale, qui n'a toujours pas été voté. Voilà. Donc aujourd'hui, un inspecteur à
l'ICAS ne remplit toujours pas. Alors Mathieu, justement, l'Assemblée nationale, vous racontez ça dans un papier. On a l'impression que les députés socialistes, les membres du groupe, sont tous abonnés à Mediapart d'un coup. C'est-à-dire qu'on se passe l'article. Pas mal circulé, oui. On ne parle que de ça et tout le monde est en train de le lire. Enfin, vous décrivez un état de stupeur total. Oui, à partir du moment où le papier a circulé, donc il a été mis en ligne, je crois, le matin, ça a très vite circulé. On reçoit très vite des SMS ou des gens qui appellent en disant ah, j'ai lu, c'est incroyable, mais en même temps, ça fait longtemps que je me disais que... Enfin bon, évidemment, toujours ce genre de choses qu'on peut entendre dans telles circonstances. Mais évidemment, c'est la stupéfaction totale. Enfin bon, ils sont un peu la consternation. C'est-à-dire qu'en fait, alors en effet, le papier est passé. De toute façon, tout le monde l'a très vite se l'est passé. Et c'est la consternation. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord... 1 an après l'affaire Cahuzac, c'est à nouveau, ils sont pris au piège, quoi. À nouveau, ils sont pris au piège par quelque chose... Donc, quelle que soit leur orientation politique de cette majorité, ils ne sont absolument pas responsables, qui est le comportement individuel de quelqu'un qui, pour aller très vite, et pas exactement dans la République exemplaire prônée par François Hollande. Et ça arrive évidemment après juste une énorme rouste au municipal, où le message a plutôt été refaites juste un peu la politique qu'on veut. Vous refaites la politique pour laquelle on vous a élu, et évidemment, cette affaire n'est pas exceptionnelle dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, c'est assez frappant, comme disait Léna tout à l'heure, l'absence, le manque de soutien très vite. C'est-à-dire qu'en fait, très vite, on reçoit des messages disant, et Léna les a reçus aussi, disant bon ben voilà, qui démissionne, quoi. Et certains le disent, y compris dès l'après-midi de la parution du papier. Certains le disent dans Mediapart, certains le disent déjà même sur Twitter, etc. Ils sont pas non plus très nombreux, mais quand même certains commencent à le dire. Le plus frappant, c'est que l'Élysée a envoyé un mail à certains députés, on n'arrive pas très bien à savoir combien, enfin peut-être une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de députés réputés proches de Manuel Valls, etc. En leur disant, voilà, Mediapart a publié ce matin un article à charge. Voilà quels sont les éléments de réponse factuels. Et en fait, il s'agit du message que quelques heures plus tard, Aquilino Morel mettra sur Facebook pour expliquer sa défense. Un article d'ailleurs que Michael, dans la soirée, a démonté point par point pour montrer qu'en fait, il reconnaissait beaucoup de choses finalement et qu'il ne démentait rien. Du coup, ce truc circule, et ce qui est incroyable, c'est que personne ne monte au créneau pour utiliser ces arguments-là. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, il y a un appui, un soutien qui est extrêmement faible. Alors évidemment, des gens qui le connaissaient sont consternés. On a Catherine Lemorton, la présidente de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, qui connaît très bien Aquilino Morel depuis très longtemps. Qui est elle-même pharmacienne. Qui fait partie des gens qui disent que ça aurait fait par exemple un très bon ministre de la Santé. Bon, parce que c'était ça aussi la question. Aquilino Morel a failli devenir ministre de la Santé il y a quelques semaines, à l'occasion du remaniement. On l'a un peu oublié. Il avait d'ailleurs cherché, si ma mémoire est bonne, plusieurs fois à devenir député. Il n'a jamais réussi à se faire élire. Pardon. Voilà. Vous imaginez nos révélations, alors, et il serait ministre de la Santé ? Voilà, ça aurait eu un effet compliqué. Évidemment, elle, parce que d'abord, c'est un ami à elle tombe des nues. Elle dit, elle est connue aussi pour sa lutte contre les laboratoires pharmaceutiques et leur lobbying. Elle n'arrête pas, quand elle intervient à l'Assemblée nationale, de parler de ça. Évidemment, elle dit, mais c'est n'importe quoi, c'est incroyable, c'est difficile d'y croire, quoi. Donc, évidemment, il y a une véritable stupeur. Et en plus, tout ça arrivant quand même, une espèce de chou à la crème dans le plan d'austérité de 50 milliards d'euros. Donc évidemment, pour toutes ces raisons, ça passe extrêmement mal. Et puis on ne le répétera jamais assez, et Léna va nous dire comment à l'Élysée on va essayer de colmater le dispositif, mais les députés de la majorité parlementaire, ils savent bien que pour aller très vite et presque caricaturer, c'est l'homme de Valls à l'Élysée. Quand même, Aquilino Morel. Et tout d'un coup, c'est lui qui tombe. C'est-à-dire que c'est l'homme à l'Élysée du Premier ministre à peine nommé, quand même, c'est 15 jours, 3 semaines avant, et paf, c'est lui qui tombe. Enfin, oui, ils savent que ça le fragilise, mais par contre, à la différence de ce qu'on avait pu voir au moment, que j'avais pu avoir moi comme réaction au moment de l'affaire Cahuzac, c'était genre, vous voulez le tuer parce que c'est l'homme fort du gouvernement. C'est ce qu'on entendait pendant les 4 longs mois interminable jusqu'à la démission de Jérôme Cahuzac. Là, on n'entend pas du tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... évidemment, ils prennent acte du fait que c'est quelqu'un qui était proche, qui était important dans le dispositif et qui était revenu en grâce et qui avait repris du pouvoir. Et en même temps, voilà, on ne le reproche pas. Par contre, en effet, ils se disent, évidemment, ça fragilise le dispositif politique qui vient d'être mis en place. On ne nous soupçonne pas
Non, voilà, c'est ça. d'arrière-pensée. Non, il n'y a pas eu ça, comme ça avait été massif au moment de l'affaire Cahuzac, parce qu'en plus, on ne nous croyait pas. Alors que là, il a démissionné en 24 heures, ce qui était quand même un peu la différence. Alors, justement, à l'Élysée, comment expliquer d'abord que la décision soit si rapide? Parce que c'est vrai qu'on a envie de faire la comparaison avec l'affaire Cahuzac, ça a traîné, atermoiement, demande de preuves supplémentaires. Enfin, on ne va pas refaire l'histoire, on en a suffisamment parlé. Tandis que là, on a l'impression que en 24 heures, on ne lui laisse pas le choix, quoi. On lui demande immédiatement de démissionner. Ah oui, c'est pas une démission volontaire, hein. C'est une décision du président de la République qui demandait à Aquilino Morel de démissionner. Je pense que vraiment l'explication de la différence avec l'interminable feuilleton de l'affaire Cahuzac, c'est d'abord l'affaire Cahuzac. C'est-à-dire 1 an après, le même journal, les laboratoires pharmaceutiques, ça sonne rouge tout de suite. Donc ça fait bip bip. Non mais vraiment, c'était d'ailleurs la réaction de tout le monde, dire non mais là on recommence pas, quoi. Donc franchement c'est vrai. Donc du coup ça évidemment ça crée un précédent et qui du coup a aussi conduit à la rapidité de la décision. Il y a aussi le fait que ça n'est qu'un conseiller, encore une fois. Et troisième chose, c'est le contexte national. Il est absolument épouvantable. Et comme Mathieu racontait sur les députés, mais le vrai problème qu'ont les députés aujourd'hui, et beaucoup de gens dans la majorité, c'est le président de la République lui-même. C'est même pas tellement le Premier, d'ailleurs c'est assez symptomatique, ils en parlent assez peu du Premier ministre. Leur problème, c'est le président de la République. Et là aussi où l'affaire Morel était pour eux consternante, c'est que c'était pour eux une nouvelle preuve du dysfonctionnement élyséen, et donc du dysfonctionnement de son patron, c'est-à-dire François Hollande. Et c'est là où, effectivement, ça a aussi contribué à la rapidité de cette décision, qu'on peut saluer pour une fois, voilà, par rapport à l'habitude, les lenteurs et les atermoiements que ça peut soulever. Voilà, parce que la situation est déjà suffisamment intenable pour ne pas se rajouter un boulet supplémentaire que très peu de personnes soutenaient. Donc la catastrophe politique est évidente. Mais alors, vous dites, ce n'était qu'un conseiller. On a quand même l'impression aussi que c'était une courroie de transmission ou de l'huile pour la machine entre l'Élysée et Matignon. C'est-à-dire que c'est vraiment une pièce du dispositif du pouvoir qui n'est plus là, qui disparaît. Mais c'est un conseiller important et un rouage important du nouveau dispositif politique mis en place avec l'arrivée de Manuel Valls, qui correspond à la réorganisation de l'Élysée, à la réorganisation du gouvernement, au changement de Premier ministre. Tout ça a été cohérent avec Aquilino Morel en personne pivot relais, qui jouait ce rôle très important-là. Voilà, mais c'est remplaçable. Remplaçable. Et alors, c'est vrai que maintenant, on le lit dans les journaux. Enfin, le moral de François Hollande et autour de François Hollande. Et comment j'ai lu quelque part que le président se plaignait à voix haute d'être littéralement marabouté. On a l'impression qu'au bout de... Marabouté sous influence ? Sous influence, oui. De qui ? Je sais pas, que quelqu'un lui met des aiguilles, mauvais sort dans une poupée. On a l'impression qu'au bout de 2 ans, quand même, on est en guenille, là. Franchement, c'est quand même, je ne sais pas si ça a déjà été pire au bout de 2 ans de mandat. Je n'ai pas assez d'expérience pour avoir couvert. C'est la première présidence que je trouve, mais c'est quand même assez épouvantable comme tableau. C'est-à-dire, l'électorat de gauche est complètement déprimé, les conseillers ministériels sont complètement déprimés, les députés ne veulent plus voter les textes. Enfin, voilà. Et en plus, on ne voit pas du tout quel ressort pourrait être sorti de la manche du président de la République pour que ça change, puisque les municipales envoient un signal politique, ils changent de dispositif, mais ils considèrent que ce n'est pas une demande de rééquilibrage de la politique, simplement de clarification du dispositif de communication en termes clairs. Donc le choix de Manuel Valls, qui fait un plan d'austérité avec des mesures encore plus trash, pour le dire vite, que celles qui étaient prévues par Jean-Marc Ayrault, parce que Jean-Marc Ayrault préparait aussi 50 milliards d'économies, il ne faut pas l'oublier. C'était d'ailleurs, c'est la continuité de ce qui a été préparé par Matignon, hein. Mais avec des variantes sur quelques mesures, avec des députés qui sont où du coup plus personne ne veut de ça, où ils peuvent plus vraiment dire que c'est juste un plan d'économie comme ça, mais c'est vraiment un plan d'austérité. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, ça commence à devenir assez lourd. Et la moindre affaire rend le climat complètement délétère. Et dans un mois, les européennes. Alors Edoui, est-ce qu'on peut tirer
une morale ou une leçon sur qu'est-ce que c'est qu'un contre-pouvoir et où en est la démocratie en France, ne serait-ce que sur la comparaison, justement, entre l'affaire Cahuzac et l'affaire Morel. Comparaison ne vaut pas raison, et elle ne vaut pas similitude non plus. On compare pour montrer les différences. Alors justement, quelles sont les différences, et est-ce que la réaction du pouvoir différente, en tout cas dans son temps de réaction, face aux deux affaires, est significative de quelque chose? Oui, on peut le voir comme ça. On peut se dire, ce que vient de dire Lénaïque, comment il y a une empreinte de l'affaire Cahuzac qui fait qu'ils ont géré ça autrement. On pourrait dire, d'ailleurs, sur une autre affaire qui était l'affaire Bettencourt, quand on avait tout de suite épinglé M. Woerth, on avait dit qu'il était en situation, en tant qu'à la fois trésorier, ministre du budget, etc., qu'il devait démissionner. Ils se sont accrochés et du coup, ça a fait toute la polémique de l'affaire Bettencourt qui a été désastreuse pour la droite de l'époque. Donc, bien sûr, on peut se dire ça d'un côté. Mais par ailleurs, en même temps, ce que disait l'enquête de Michael, c'est qu'on comprenait que sur l'attitude borderline, pourrait-on dire, de M. Aquilino Morel, de cette hubris un peu de pouvoir, il y avait eu des alertes à l'Élysée. Et ça, ils le savent, les députés dont parlait Mathieu. Ils le savent que ce président était alerté. Ils savent qu'il y a un an de cela, c'est-à-dire un an de cela, en plein dénouement de l'affaire Cahuzac, il y a eu au sommet de l'Élysée, via le conseiller Bernard Poignant, qui a perdu la mairie de Quimper, il y a eu des alertes au président, et que le président n'a pas tranché. Ça s'est traduit par une sorte de disgrâce provisoire d'Aquilino Morel. Donc, on sent, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours le même problème. Ce que disait Mathilde en disant les gens de l'IGA sont toujours pas quelque chose à rendre. À la fois, nous, on joue notre rôle de révélateur, notre rôle d'alerte, et les pouvoirs y accordent plus de crédit qu'avant, et donc prennent ça au sérieux, ne contestent pas l'information elle-même, mais en même temps, ça veut dire qu'il y a des alertes internes qui ne fonctionnent pas, des contrôles internes. Mais je crois que derrière cette affaire, et par rapport à ce personnage que je ne connais pas, M. Aquilino Morel, je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant. Ça a été dit tout à l'heure, c'est le théoricien de la protection. C'est l'idée au fond, et on le voit bien dans son attitude personnelle, nous qui dirigeons, nous sommes des gens éclairés, nous sommes des jouisseurs, nous avons le droit, et il n'y a pas de mal à ça. Nous prenons notre plaisir, nous sommes éclairés, ne nous faites pas la morale, nous sommes des gens, voilà, ouverts. Voilà. En revanche, nous pensons, nous, que le peuple en bas, lui, il est replié, il est effrayé, il est ranci de peur, de haine, et que ce peuple, il faut, nous, d'en haut, aller le rassurer. Pour moi, la vraie leçon politique, elle est là. De la bulle de ces gens d'en haut, qui se voient comme des gens d'ouverture, mais qui pensent le peuple d'en bas comme un peuple replié, enfermé, et qui, du coup, perdent eux-mêmes contact avec le réel. Parce que dans la séquence médiatique, c'est le hasard médiatique, pour les socialistes, c'est une mauvaise semaine, parce qu'il se trouve qu'il y a eu sur une télévision un truc people autour d'Anne Sinclair, donc comeback autour de l'affaire Strauss-Kahn. Bon, c'est pas tout à fait un sujet qu'on a longuement traité à Mediapart, et en tout cas les confidences d'Anne Sinclair, c'est pas notre sujet. Il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup, mais en tout cas ça fait, voilà, etc. Et en même temps, il y a la confession de M. Cahuzac, toujours dans le registre People, dans Vanity Fair, l'épreuve de M. Cahuzac qui devient la victime principale de son propre mensonge. Bon, et on voit comme ça une sorte de bulle oligarchique qui est la pire image pour une famille politique. Et c'est ça, la révolte, parce que ce qui s'est passé au municipal, c'est un séisme, c'est la fin du socialisme municipal. Il n'y a pas que les grandes villes, en profondeur. Lénaïque donnait le chiffre sur 60 000 élus locaux, ils ont perdu 28 000 élus. En 2 jours, en 2 jours d'élection. Donc c'est un séisme en profondeur. Et de gens qui, eux, ne sont pas corrompus, ne sont pas, etc., essayent d'être élus, bon, ils font peut-être, voilà. Donc c'est ça. Et moi, je crois que le personnage Morel, comme le personnage Cahuzac à un autre niveau, illustre cette bulle-là, des sachants qui savent mieux que le peuple ce qui est bon pour lui, et qui, du coup, s'émancipe des règles communes. Vous disiez tout à l'heure, après tout, l'Élysée, c'est une entreprise. Dans une entreprise, je ne sais pas, à Mediapart, on ne vient pas faire cirer nos chaussures, etc. On ne va pas... voilà, j'en sais rien, mais chacun fait ce qu'il veut dans sa vie.
Hein, on n'est pas des pères à la morale, mais ensemble, on se tient. Je ne sais pas comment. Merci beaucoup à tous les quatre. Nous, on va se retrouver dans 40 minutes exactement pour le grand débat d'aujourd'hui. Europe, tout est à refaire. Ça sera pas dans 2 heures, jusqu'à 22h30, 22h45. Et vous avez jusqu'à minuit pour profiter de l'offre de ce soir. Mediapart, pendant 4 mois, c'est 19 € à saisir jusqu'à minuit. À tout de suite.